C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cette question, cet enjeu, OTAN-Iran, peut-on se passer de Donald Trump? Un secrétaire général de l'OTAN peut-il dire ça? Dire ceci, si quelqu'un pense que l'UE peut se défendre sans les États-Unis, continuer de rêver. Signé Marc Routeux. Ces mots-là ont eu l'effet d'une petite bombe, il faut le dire, quand même géopolitique et militaire ces dernières heures. Certains dénoncent même un langage dangereux, contre-productif. Mais pour en parler, nous allons ensemble regarder la situation en face. Démêlons le vrai du faux. Appuie-t-il là où ça fait mal? Et si les États-Unis décidaient sur un coup de tête de ne plus défendre les États-Unis, serions-nous sans défense, en effet? Peut-on se passer des États-Unis? Cette question, elle se pose aussi du côté du Moyen-Orient. Sommes-nous dépendants de Donald Trump, quoi qu'on en dise et quoi qu'on pense de la méthode choisie? D'ailleurs, vous verrez dans un instant que deux options plus précises de frappe sont sur la table. Des hauts responsables sont dans le viseur. Mais si Donald Trump avait peur de la riposte iranienne, et si il avait raison même d'avoir peur, ça aussi on en parle. OTAN-Iran, peut-on se passer de Donald Trump? Marc Routeux, secrétaire général de l'OTAN, a donc asséné une réponse qui fait mal, elle fait débat. Ayons-le ce débat, mais d'abord, écoutons, regardons. Si quelqu'un ici pense que l'Union européenne ou l'Europe peut se défendre sans les États-Unis, qu'il continue à rêver. C'est impossible. Nous avons besoin les uns des autres. Et pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Je vais vous le dire. Parce que les États-Unis ont également besoin de l'OTAN. Ils font partie de l'OTAN pour que leur pays reste en sécurité. Ils ont besoin d'un Arctique sûr. Ils ont besoin de sécuriser l'Atlantique. Et ils ont également besoin de vous sécuriser. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Hélène Bonnet. Bonjour, éditorialiste internationale LCI. Bonjour à vous, Claude Blanche-Maison. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien ambassadeur en Russie, également en Inde, également auteur de fragments d'un parcours aventureux au fil des bouleversements du monde. On y est tellement. Monsieur Blanche-Maison, c'est aux éditions Temporis. Bonjour à vous, Marc Semo. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales et auteur du livre La géopolitique, comprendre le monde de demain. C'est aux éditions Taillandier. Et colonel Pierre de Jong, merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes consultant défense géopolitique LCI. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Dominique Régnier de la Fondapol. Le grand dossier, OTAN-Iran, peut-on se passer de Trump? C'est donc parti. Et pour commencer, cette déclaration, si quelqu'un pense que l'UE peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. Voilà ce qu'il a asséné, Marc Routeux. Pour commencer, êtes-vous choqué? Arrêtez de rêver. Langage dangereux, a dit par exemple Bruno Tertrais. Monsieur Blanche-Maison. Oui, évidemment, il joue son rôle, mais je pense quand même qu'un secrétaire général de l'OTAN ne devrait pas dire ça. Il ne devrait pas dire ça parce que, d'abord, les Américains demandent aux Européens d'augmenter leur propre capacité de défense. Bien sûr, de continuer à acheter des armes aux États-Unis, mais d'augmenter le niveau de leur budget et leur préparation à la défense. Donc il n'est pas du tout en accord avec celui qu'il a appelé Daddy dans le bureau ovale. Et en fait, il défend l'OTAN d'une façon assez maladroite, parce qu'en réalité, on va vers un système où il y aura deux piliers à l'OTAN, un pilier américain et un pilier européen. On poursuit ce premier tour de table. Alors, en quelques mots, Marc. En partie, il a raison. Dans l'état actuel, c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans les Américains. Toute la question, c'est de se donner les moyens pour faire un OTAN avec moins d'Amérique, pour faire ce tuilage qui nous permette de véritablement faire ce pilier européen au sein de l'Alliance et à terme peut-être une réelle autonomie stratégique de l'Europe. La réalité qu'on regarde en face, c'est dans un instant avec le colonel. Mais Hélène Bonnet, contre-productif, langage dangereux, on a entendu quand même ça. Hein. Ce qui fait réagir aussi, c'est que quel est l'adversaire de l'OTAN? C'est la Russie. Alors à partir du moment où vous avez le secrétaire général qui dit sans les Américains, les Européens n'auront pas la force, c'est un message effectivement dangereux. En tout cas, c'est un message adressé à la Russie en disant écoutez, si les Américains ne sont plus là, et c'est quand même l'intention des États-Unis d'être en retrait, eh bien, le message est compliqué. On poursuit le débat. Mais d'abord, on démêle le vrai du faux encore une fois. L'Europe peut-elle assumer seule sa défense? La grande question. Je la posais en introduction. Si demain les États-Unis décident, sur un coup de tête, de plus défendre l'Europe, serions-nous, dans les faits, sans défense? L'Europe peut-elle se passer des États-Unis pour sa défense? On va plus loin ensemble, colonel. Colonel, regardons
D'abord, la part des Américains dans l'importation d'armes des pays européens. Ce petit graphique. En tête, il y a les Pays-Bas qui importeraient quasiment 100% d'armes américaines. En deuxième position, nous avons l'Italie. On voit aussi que le Royaume-Uni importe plus de 80% de son armement des États-Unis. L'Allemagne importe quasiment 70%. La France, elle importe peu d'armes américaines. Colonel, quelles sont les armes pour lesquelles nous sommes, au niveau européen, les plus dépendants aujourd'hui ? Oh ben, il y en a un certain nombre, vraiment beaucoup. Très concrètement, les avions furtifs, par exemple. Le F-35 est furtif, le Rafale n'est pas furtif. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, au niveau satellite et renseignement, ce qu'on appelle l'ISR. On voit bien que dans les débats sur l'Ukraine, la question qui se pose, c'est le fait que l'Europe n'a pas d'avions logistiques, gros porteurs, et puis elle n'a pas de renseignement, elle n'a pas l'infrastructure de satellite que les Américains ont. Donc, dès que vous allez sur le terrain, il faut impérativement que les Américains nous vendent ou nous donnent du renseignement. Donc là, on est vraiment extrêmement dépendant. Mais à contrario, il y a un domaine dans lequel on est performant. On a très concrètement, on a évidemment des capacités de production extrêmement intéressantes. Je prends l'exemple des Allemands avec le char Léopard. Ils n'ont pas besoin d'avoir le char Abrams. Le Léopard est bien meilleur que le char Abrams. Et on voit les navires et les sous-marins. J'allais y arriver parce que les Français sont très dominants. Naval Group, c'est un groupe formidable dans le domaine des sous-marins, des porte-avions. Donc encore une fois, le système, je dirais, industriel français est très performant. Le problème lorsqu'on parle de l'Europe, est-ce qu'on intègre ou non la France ? C'est pas la même chose. La France a quasiment une autonomie depuis le général de Gaulle grâce au nucléaire. Mais l'Europe n'est pas autonome. Et vous l'avez très bien montré dans votre premier graphique, l'Europe achète entre 60 et 100% de son matériel aux Américains. Les pays que vous avez montrés, c'est les grands pays européens. Ils sont totalement, je veux dire, sous dépendances américaines. C'est pour ça que Rutte, il a pas tort. Parce que si vous achetez un F-35, un jour, il y a une scission avec les États-Unis. Qui nous donne les pièces de rechange du F-35 ? Qui, réactualise les logiciels ? Les Américains. Donc il y a une dépendance. Alors, écoutez maintenant la mise en garde, encore une fois, plutôt sévère de Mark Rutte, le patron de l'OTAN, quant à notre présence sous le nucléaire américain. Vous devez développer votre propre arsenal nucléaire. Cela coûte des milliards et des milliards d'euros. Vous perdrez alors, dans ce cas de figure, le garant ultime de notre liberté, le parapluie nucléaire américain. Alors bonne chance. Voilà, ça c'est notre dépendance vis-à-vis du nucléaire, du parapluie nucléaire américain. Alors nous, Français, on a le nucléaire. Mais est-ce que la France peut assumer seule le parapluie nucléaire pour tous les Européens ? Alors, tout dépend de la menace que vous exercez sur votre ennemi, je dirais, privilégié, on va dire la Russie demain matin. Évidemment, la France, aujourd'hui, assure une forme de protection grâce à son système nucléaire qui est, dans les termes, c'est suffisant. Donc le fait d'être suffisant, ça fonctionne. Donc encore une fois, c'est fonctionnel, c'est réactualisé, c'est performant. Maintenant, est-ce que cet outil pourrait se donner à nos partenaires européens ? À mon avis, oui, ça pose pas de problème puisqu'il est suffisant. Vous savez, le problème, c'est de l'emploi du nucléaire, c'est les intérêts vitaux. On ne sait pas où ils se situent. Si demain nos intérêts vitaux se situent en Europe, ce qui semble être le cas, donc notre système nucléaire peut apporter sa contribution. Le problème, encore une fois, le suivant, c'est qu'on a un petit système nucléaire. C'est pas le système américain. Et on n'a que deux vecteurs. On a le vecteur aérien avec les Rafales et le vecteur des sous-marins. On n'a pas de vecteur terrestre. Les Russes ont un vecteur terrestre et les Américains ont un vecteur terrestre. Donc en fait, on n'est pas complet. Donc on est une petite nation nucléaire autonome. Mais cette autonomie donne la capacité de décider, et ça pour le président français, parce que c'est lui qui déciderait, c'est une force incroyable dans ces débats, dans ces discussions qu'il peut avoir avec les Européens et avec les Américains. Parfait, colonel. On continue de se demander ensemble si Mark Rutte, il a tort ou si, au contraire, il a appuyé là où ça fait mal. Idéalement, on le sait, on devrait pouvoir faire sans les États-Unis. Mais peut-on réellement faire sans eux ? Les dépenses comparées, regardez, entre les États-Unis et l'Union européenne, ils dépensent 2 fois plus que nous en matière de dépenses militaires. Là, voilà la question. Est-on prêt, nous, à compenser en investissant 10% de PIB demain dans notre réarmement si les États-Unis nous lâchaient ? Alors, d'abord, il faudrait quand même rappeler que le budget cumulé des Européens en matière de défense, c'est le 2e au monde. C'est largement devant la Chine et la Russie. On est effectivement moins que les États-Unis. Alors, pendant la guerre froide, le pourcentage du PIB que l'on consacrait à la défense atteignait certaines années, dans les moments les plus chauds de la guerre froide, c'était du 6-7%. On en est encore loin. Là, on est... l'objectif, après les exigences de Trump, c'est 5%, donc 3,5 plus 1,5, c'est une histoire avec des calculs un peu d'apothicaire. On peut faire plus. Et la question là-dessus,
elle est fondamentalement celle de la volonté politique. Est-ce que l'Europe veut pouvoir, au sens large, en y intégrant le Royaume-Uni, l'autre puissance nucléaire, compter en tant que telle? Volonté politique, mais capacité aussi en termes de budget. Pardon d'insister. On s'en donne des capacités. Pardonnez-moi d'insister un tout petit peu lourdement. 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars, c'est le coût estimé du remplacement d'équipements américains en Europe. Sur combien Donc d'années? oui, Hubert Védrine, Philippe Etienne et beaucoup de voix s'élèvent, pardonnez-moi Marc Semo, pour dire il faut sortir de la dépendance américaine. Mais je vous le demande, techniquement, budgétairement, le pourrait-on, quand bien même nous aurions la volonté? Le problème, il faut aussi le rapporter aux 35 ans. Parce que ce gap existe, ce trou existe depuis 35 ans. Donc le problème, ça fait 10 000 milliards de dollars. Parce que le problème, les Américains ont investi. Donc en fait, leur machine, c'est le produit de 35 ans d'investissement, de développement, etc. Nous, on réalise maintenant qu'il faut monter à ce niveau-là. Les 1 000 milliards que vous évoquez à l'instant. Quel budget de la défense américain? Est-ce qu'on est capable de le faire? Probablement que oui. Le problème, c'est pas sur une année. C'est sur X années. Il faut réinvestir, il faut repenser une armée, repenser un système de défense. Et ça, la France seule ne peut pas le faire. Budgétairement, on n'en est pas capable. Il faut évidemment raisonner Europe pour atteindre un niveau tel que l'ont les Américains aujourd'hui. Hélène Bonnet. Mais c'est justement ce qui fait que les Européens n'ont pas la même vision, parce que vous avez la France qui a tout de suite réagi aux propos de Marc Rutte. On peut voir les propos de Jean-Noël Barrot s'afficher, allez-y Hélène. Voilà, et donc qui a tout de suite réagi parce qu'il y a en France cette idée d'autonomie stratégique. Mais si on se souvient, ne serait-ce qu'il y a quelques jours à Davos, alors que les Européens étaient sous le chantage de Donald Trump, vous aviez par exemple les Lituaniens qui disaient le soutien des États-Unis, il reste crucial, parce que le temps justement de pouvoir se défendre seul face à un pays comme la Russie, eh bien ça va prendre des années et des années. Donc il y a une partie des Européens qui n'est pas prête encore à se dire on va lâcher les États-Unis. Mais voilà, enjeu de volonté, enjeu de budget, enjeu de division européenne. Il y a Monsieur Blanche-Maison, Monsieur l'ambassadeur, 13 pays européens qui ont acheté ou commandé des F-35, faute d'avions de chasse furtifs européens, information du Wall Street Journal. Et regardons dans le rétro, il ne faut pas regarder très loin. Les Danois, récemment, en pleine crise sur le Groenland, ils ne pouvaient pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que leurs avions, ils n'ont pas choisi des Rafales. Ils ont choisi des F-35 qu'ils ne peuvent pas utiliser sans les Américains. On est coincés. Oui, mais enfin, pour ce qui concerne les Danois, c'est clair qu'ils n'avaient pas besoin d'un sujet d'irritation complémentaire de Monsieur Trump. Donc effectivement, ils n'allaient pas choisir autre chose que les F-35, puisque le sujet principal, c'était de traiter l'affaire du Groenland. Pour le reste, moi je pense que Monsieur Rutte a finalement fait une faute en tenant les propos qu'il a tenus au Parlement européen, parce que c'est démobilisateur, et ça ne correspond pas exactement à la réalité. Les chiffres que vous avez affichés tout à l'heure, où effectivement la dépense militaire totale des Européens est moins de la moitié de la dépense américaine, c'est des chiffres à un moment où les Européens ont atteint 2% du PIB en dépenses militaires, quelques-uns un peu plus. Mais l'objectif qui a été fixé pour dans 5 ans, en réalité, peut-être un peu plus, c'est 5%. Alors je sais bien que ces 5%, c'est pas uniquement du militaire pur, c'est du militaire plus les infrastructures nécessaires pour faire fonctionner le militaire. Mais quand même, ces 5%, ça veut dire qu'on est parti pour augmenter considérablement nos dépenses militaires dans les années qui viennent. Derrière moi. Voilà. Donc j'indique juste, regardez le niveau de dépenses, voilà. Je les souligne. Voilà. Pour, et donc effectivement là, c'est lorsque nous sommes à 2%, mais nous avons accepté l'objectif de 5%. Donc nous sommes partis sur un... Bien sûr, en réalité, comme l'a dit Marc Semo tout à l'heure, au temps T où il parlait, Monsieur Rutte a raison, mais T+5, il n'a pas raison. Et de toute façon, il faut mobiliser les différents gouvernements et surtout les différentes opinions publiques pour en effet permettre d'avoir une autonomie stratégique que nous avons en partie en raison de notre force de dissuasion. L'ambassadeur, vous avez été ambassadeur en Russie, on le sait bien sur cette antenne. Hélène Bonnet, ici, disait il y a quelques instants, c'est dangereux, et c'est d'autant plus dangereux que tout ça est quand même reçu, particulièrement aussi du côté de Moscou. Quand on voit ça, quand on entend Marc Rutte, quand on est au Kremlin, comment on réagit ? Ah bah j'imagine que les Russes vont envoyer un télégramme de félicitations à Monsieur Marc Rutte parce qu'il manque pas d'humour évidemment. C'est pas encore une fois pour cette raison aussi, ça n'est pas une bonne idée d'avoir dit ça, surtout au Parlement européen. Allez-y Max. Mais dire la réalité des faits, mettre les Européens face à ce qui ont été leurs manquements, leurs retards, le fait d'avoir voulu profiter des dividendes de la paix sans se donner les moyens de se créer une défense. En 1994, donc quelques années après la chute du mur, le livre blanc de la défense
français, le premier, disait « La France, pour la première fois dans son histoire, n'a plus d'ennemis ». Donc, rappeler ces réalités, le retard qu'on a pris, c'est plutôt positif. C'est au contraire un électrochoc qui doit nous inciter à dire « On est dépendant des Américains ». Toute notre politique doit être de ne plus l'être, de l'être de moins en moins pour se préparer aux défis qui nous attendent. Et là-dessus, on peut imaginer, je terminerai là-dessus, un tuilage avec les États-Unis, puisque la doctrine de défense américaine là, qui vient d'être publiée reconnaît le rôle fondamental de l'Europe en disant, voilà, nous on s'occupe de nos intérêts dans l'hémisphère américain, en Asie-Pacifique, et c'est à l'Europe de se prendre en charge pour ce qui est sa défense. Alors, et c'est une logique évidente. L'Ukraine est une partie de l'Europe. C'est notre frontière en tant qu'Union européenne. Alors, vous parlez d'une forme de réveil de patriotisme européen qui pourrait être la clé. Oui. Mais regardez, justement, il y a quelques vidéos qui émergent. C'était évoqué dès ce matin sur LCI, sur les réseaux sociaux, justement, de personnes qui font des petites vidéos pour dire réveil européen, vive nos soldats, vive notre armement. Est-ce que, je viens vers vous, Hélène, juste après, mais colonel, est-ce que un réveil, tout ça peut amener à un réveil, un patriotisme européen, finalement? Est-ce que du moins bon, comme vous l'estimez, peut ressortir du très bon? On est en plein dedans, mais le problème, c'est que Rutte, il a tort politiquement, il a raison militairement. C'est ça le cœur du problème. Oui. Donc effectivement, cette phrase, elle est complètement incroyable, mais le problème, il a parfaitement raison. L'OTAN, les forces de l'OTAN, c'est 70% sont des Américains. Donc il nous reste 30%. Tant qu'on n'a pas atteint un niveau plus important, on peut considérer que sans les Américains, il n'y a pas de possibilité d'avoir, un OTAN, opérationnel. Enfin, on n'est pas réellement dedans. On est une force d'appoint. Et il faut pas ignorer ça. Et Rutte, il a essayé de le dire. Alors évidemment, politiquement, c'est un désastre par rapport aux Russes, par rapport à l'image de l'Europe, de l'OTAN, etc. Mais il y a un vrai travail à faire sur nous-mêmes. Et comme le disait monsieur l'ambassadeur il y a quelques minutes, aujourd'hui, on a décidé de le faire. Vous savez, le budget de la défense français, c'est 50 milliards par an. Et on doit passer à 70 milliards par an. Avec quelle difficulté? Vous voyez le débat actuellement à l'Assemblée nationale? On n'a pas d'argent, on n'a pas de budget. Alors on peut rêver sur le monde de demain qui sera parfait, mais c'est une réalité. On va faire des efforts extrêmement substantiels. Hélène Bonnet? Et puis moi, je pense que les États-Unis ne veulent pas d'une Europe indépendante militairement. C'est-à-dire que c'est même dit dans la stratégie de défense nationale. C'est-à-dire, oui, à une Europe qui paye pour sa propre défense, qui sait se défendre elle-même son territoire sans que ça coûte aux États-Unis. En revanche, il faut que l'Europe reste quand même suffisamment dépendante, notamment militairement, pour aller acheter du matériel aux États-Unis. Donc l'objectif est dit très clairement, il faut qu'on serve finalement de zone d'achat pour les entreprises de défense américaines. Moi, je faisais signe en même temps à Dominique Régnier, dont j'annonce l'entrée sur ce plateau. Bonjour à vous, Dominique Régnier. Merci beaucoup d'être avec nous dans le grand dossier aujourd'hui. Bien sûr, ravi de vous retrouver. Directeur général de la Fondapol, professeur à Sciences Po. La Fondapol qui a publié il y a 2 semaines, c'est ça, une étude. Iran, un mouvement révolutionnaire, comme le confirment les nouvelles données. On va parler d'Iran, bien sûr, dans un instant, tous ensemble. Dominique, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, donc. Peut-on se passer des États-Unis? On va peut-être remettre les mots de Marc Rutte, qui, quand même, secoue pas mal. Si quelqu'un pense que l'UE peut se défendre sans les États-Unis, continuez à rêver. Est-ce qu'il appuie là où ça fait mal? Sommes-nous vassalisés, dépendants, ou estimez-vous que ces propos sont dangereux et contre-productifs? Il dit une vérité, mais c'est pas son métier de dire des vérités, quand même. C'est une vérité maladroite à exprimer aujourd'hui. Et ça m'a surpris, parce que je trouve que ça vient en quelque sorte, ruiner serait trop fort, mais ça vient affaiblir les efforts antérieurs pour sensibiliser les Européens. Dans chacun des pays, on l'a eu aussi en France, on s'en souvient, lors de l'Assemblée des maires, on a eu des discours impressionnants qui appelaient à la responsabilité et à la lucidité. Donc ça veut dire qu'on se met à se mobiliser, au fond, au sens mentalement, et à se réarmer intellectuellement. Et là, c'est un peu désespérant ce qui est dit. Donc si vous êtes désespéré, vous abandonnez, en fait. Et c'est une parole que j'ai trouvée... en un sens, c'est une formule qu'on emploie parfois, elle n'est pas forcément très, très belle, mais c'est très peu professionnel en un sens. Et sur le fond, en revanche, a-t-il raison? Et sommes-nous en effet quasi vassalisés, si je tire le fil jusqu'au bout? Mais c'est vrai, mais ça fait déjà longtemps que c'est vrai, et nous n'avions pas eu... Nous le savions, moi je considère que nous le savions, et que ce qui nous empêchait de nous le dire publiquement, comme quand on dit dans une famille des choses qui finalement avaient du mal à sortir, quand on finit par se le dire publiquement, c'est parce que c'est même très très tard et très difficile.
On reste ensemble. Dans un instant, les États-Unis, vous allez le voir, envisagent des frappes, je cite, de précision contre des hauts responsables iraniens accusés d'avoir tué des manifestants. À quoi pourrait en effet ressembler une intervention américaine en Iran? Et Donald Trump, aussi cette question, a-t-il peur de la riposte iranienne en retour? Regardez cette image, une image satellite chinoise, Mizar Vision, indique le déploiement potentiel d'un système de défense aérienne américain Patriot sur une position de défense aérienne qatari. Et selon le New York Times, le Pentagone aurait envoyé des systèmes supplémentaires patriotes pour protéger ses troupes américaines contre d'éventuelles frappes de missiles iraniens. Si Trump a peur, a-t-il raison d'avoir peur? On en parle notamment. Il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble, mais on en parle dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier et toujours cet enjeu, autant Iran, peut-on se passer de Donald Trump? On en parle avec mes invités bien évidemment, mais là c'est l'essentiel de l'actualité. Commençons avec le procès du sénateur accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en 2023 pour la violer. 4 ans de prison dont 3 fermes ont été requis contre Joël Guerriot et on apprend à l'instant que le jugement pourrait être rendu aujourd'hui. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément cette marque de vêtements. Okaïdi annonce demander un redressement judiciaire pour ses activités en France. Le groupe qui la possède connaît de graves difficultés. Il emploie 2000 personnes dans le pays. 3 Français sont morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme au large d'Oman. Le bateau transportait 23 touristes, un guide touristique et le capitaine de l'embarcation, tous français selon la police locale. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Reprenons donc le fil de ce grand dossier. Autant Iran, peut-on se passer de Donald Trump? Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, encore une fois, je suis ravie d'être avec Hélène Debonnet. Je vous ai rajouté une particule, Hélène. Colonel Père de Jong, toujours avec Marc Semo, avec Monsieur Blanche-Maison, Monsieur l'ambassadeur. Et merci infiniment, encore une fois, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, professeur à Sciences Po. Et donc, je relisais le nom de votre étude il y a 15 jours. Iran, un mouvement révolutionnaire, comme le confirme de nouvelles données. Vous allez voir que Donald Trump, il semble peut-être hésiter ces dernières heures. Entre frappes massives, frappes ciblées sur des hauts responsables. Hésite-t-il parce qu'il a peur de l'Iran? Parce qu'il a peur de ses représailles? Ce n'est pas du tout impossible, encore une fois vous allez le voir, mais d'abord, 30 000 morts. 30 000 morts. La répression des manifestations aurait pu faire plus de 30 000 victimes selon des documents du gouvernement obtenus par la presse, des estimations réalisées aussi à partir des décès enregistrés dans des hôpitaux du pays. Le nombre de personnes tuées par le régime iranien depuis le début du mouvement de protestation le 28 décembre pourrait dépasser, je le martèle, les 30 000 morts. Et regardez ces images. Elles sont terribles. Elles datent du 10 janvier. Il s'agit d'une morgue au sud de Téhéran. Et donc vous entendez le cri de désespoir. Des proches qui retrouvent et pleurent les corps. On retrouve depuis Téhéran Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI. De nombreux Iraniens regardent les télévisions en persan diffusées depuis l'étranger, la BBC en persan, mais aussi et surtout Iran International, qui diffuse tous les jours des vidéos des morgues à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Dans ces morgues, on voit des familles chercher leurs proches tués parmi les cadavres, des scènes très dures. Il y a un sentiment mélangé de choc, de mélancolie et de colère. Dans les cafés, par exemple, on peut voir quelquefois des personnes en train de pleurer seules en regardant certaines vidéos sur les pages Instagram ou de plusieurs personnes ensemble qui se montrent des vidéos sur leur téléphone portable. Donc c'est vraiment à la fois un choc énorme, un sentiment de mélancolie, mais aussi de colère. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Et je vous le disais, les États-Unis, face à la situation, envisagent des frappes de précision contre des hauts responsables iraniens accusés d'avoir tué et par milliers donc des manifestants. À quoi pourrait ressembler une intervention américaine en Iran selon les toutes dernières informations? Et on se demandera si Trump a peur de la réponse iranienne. On va un peu plus loin avec vous, colonel. Colonel, les États-Unis envisagent, le disait, des frappes de précision contre des hauts responsables. C'est une information notamment repérée dans Middle East Eye. C'est un média qui est basé au Royaume-Uni. Quelles pourraient être, colonel, ces cibles ?
Alors, elles sont nombreuses. La première, c'est Khamenei, qui est enterré au fond d'une cave ou quelque part. Un bunker. Il fait attention. Et j'imagine qu'on le sort, on le rentre, et puis quand il rentre dans le fond de son trou, il se dépasse de 15 km pour ne pas être attaqué, parce que le renseignement, les Iraniens observent, et le renseignement parvient évidemment aux Américains. Maintenant, il y a des niveaux inférieurs. Entre autres, il y a le patron des gardiens de la Révolution, et qu'on voit ici, c'est donc Pakpour, qui est ici en position centrale, qui est un élément extrêmement important, parce que c'est lui le commandant des Pasdaran, des forces, je dirais, des forces de répression iraniennes. Ali Larijani, c'est le coordonnateur de tout ça. Lui, c'est un politique qui est près du il fait partie du conseil qui est proche de Khamenei, donc c'est lui l'organisateur. Lui, c'est l'homme lige, et lui, c'est l'homme qui gère la justice. Donc ces hommes sont parfaitement identifiés, mais j'imagine que le gouvernement américain en a ciblé beaucoup d'autres. Donc là, on est sur les personnes. Maintenant, il y a un deuxième niveau, d'action potentielle sur l'Iran, qui est, à mon avis, plus simple à mener. Ce sont bien sûr sur des sites, vous avez des sites stratégiques. Bon, c'est en très grand nombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, la task force, la force qui est actuellement aéronavale, qui est actuellement dans l'océan Indien, avec la 5e flotte qui est dans le golfe dans le golfe Persique, elle pourrait, en une seule frappe, en fait, lancer des opérations sur l'ensemble de ces sites. Alors, on voit des infrastructures du régime ici. Donc c'est le pouvoir, c'est les centres de commandement, etc. Exactement. Les sites militaires que vous apercevez ici. Donc c'est les bases, les régiments, les stocks logistiques, etc. Très bien. Et donc les installations nucléaires que l'on voit ici, partant du sud, avec cette ligne également qui remonte jusqu'au... On voit qu'il y a deux opérations différentes. Celle qui concerne les hommes, opération coup de poing, c'est les opérations à la Maduro. Ça, c'est des opérations, je dirais, effet de souffle. C'est-à-dire que si vous commencez à mener des opérations sur les sites stratégiques, il faut impérativement qu'il n'y ait qu'une seule frappe ou deux frappes et que ça se passe en une nuit. On n'en parle plus après. Parce qu'après, quel est le problème ? Vous avez une riposte potentielle. Alors justement, la crainte de la riposte iranienne. Le Pentagone a envoyé des systèmes supplémentaires patriotes pour protéger les troupes américaines contre d'éventuelles frappes de missiles iraniens. Regardez une image, l'information que je vais vous donner, c'est le New York Times, c'est du solide. L'image là, que vous voyez, image satellite chinoise, Mizar Vision, qui indique le déploiement possible d'un système de défense aérienne américain patriote sur une position de défense aérienne qatari. De quoi parle-t-on ? Et quand on dit redouter une riposte iranienne, est-ce crédible ? Est-ce effectivement à craindre ? Alors, du point de vue terrestre, il n'y a aucune menace, mais évidemment, la seule grande menace que les Iraniens peuvent appliquer dans la zone, c'est la menace des missiles et des drones. Ils ont des drones Shahed qui portent à 1000 km et ils ont des missiles en grande quantité. Et c'est une industrie qui fonctionne très bien. Compte tenu des distances, quand vous voyez ici, Hormuz, c'est 50 km. Donc tout ça, ça se franchit. Rappelons-nous, au mois de juin dernier, les Iraniens ont tiré 14 missiles sur une base américaine au Qatar. Donc c'est possible. Mais le problème, lorsque vous êtes dans une situation comme on est actuellement, extrêmement dominant, on ne peut pas être attaqué. Donc concrètement, si un seul missile touche une base et tue une cinquantaine d'Américains, ce sera un échec pour les États-Unis. Donc ils ne peuvent pas se permettre le moindre échec. Donc ils vont densifier, la défensive, le système de défense antiaérien, et ils sont en train de renforcer, bien évidemment. Merci, colonel. Parfait, encore une fois. Merci beaucoup. Dominique Régnier, la Fondapol, encore une fois, a écrit sur cette contestation. Viser les plus hauts responsables, en tout cas les responsables des morts par milliers. Est-ce que c'est de nature vraiment profondément à aider les manifestants ? Le texte que nous avons publié a été écrit par Christophe De Voogd, qui est notre président du conseil scientifique, sur la base des enquêtes qui sont fournies par le Gaman aux Pays-Bas, qui sont des chercheurs iraniens réfugiés aux Pays-Bas et auprès desquels avec lesquels on partage les informations, et qui ont fait des enquêtes d'opinion extrêmement, je passe bien sûr sur la méthode, mais je vous rassure, très importantes, et qui sont les seules disponibles aujourd'hui, et qui montrent que la dernière, en septembre 2025, tout le pays était déjà dans un état d'opposition, pour des raisons différentes d'ailleurs, au système. Et donc là, la répression que nous avons vue, le nombre de victimes que vous avez rappelé, qui est même probablement inférieur à ce qui s'est vraiment passé, en fait un événement massacreur absolument inouï depuis 1945. Une répression aussi violente est tout à fait, je dirais, traumatisante pour tout le pays. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les relations n'étaient pas très bonnes entre les Iraniens et leur régime, mais là, la cassure, elle est définitive. Et c'est ce qui je change pas de sujet, mais c'est ce qui me fait
je ne dis pas qu'il n'y a pas des négociations entre eux, entre les Américains, les Iraniens, etc. Mais là, c'est un degré de haine qui rend sceptique sur la possibilité de retrouver une vie normale. Parce que les 30 000 ou peut-être davantage, c'est beaucoup plus encore avec les familles, les voisins, ceux qui sont amoureux de leur pays, il y en a beaucoup en Iran, tous ceux qui ont été traumatisés par la violence, même si ça n'a pas touché leurs proches directement. Vous savez que la manière de réprimer a consisté à tirer beaucoup dans le haut du corps, à détruire les visages, toute une stratégie de la terreur. Et donc, les Iraniens sont en ce moment terrorisés. Donc, tout ceci va fabriquer la remontée, l'expression, à un moment ou à un autre, d'une colère. La séparation est consommée, là. C'est un état de très grande contrainte politique au sens interne. Ça tombe à l'instant. Ouais, c'est pour ça que je me penchais pour regarder l'information qui vient de tomber. Dans un appel avec le prince héritier saoudien, le président iranien avertit, je cite, de l'instabilité causée par les menaces américaines. On a vu des manifestations de soutien à Beyrouth, par exemple, ces dernières heures. On a vu le secrétaire général du Hezbollah menacer si Khamenei était ciblé. Y a-t-il la possibilité, la crainte d'un conflit généralisé, et appuie-t-il l'Iranien avec cette menace en ayant son homologue au téléphone, là où potentiellement ça peut faire mal? Ce risque existe, mais il faut quand même regarder que les proxys de l'Iran, qui étaient en réalité sa dissuasion, qui était sa principale défense, c'était le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis, eux qui sont les seuls qui sont restés encore plus ou moins opérationnels, ont été quand même profondément affaiblis. Le risque de la déstabilisation, elle est là, elle est réelle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le régime est affaibli comme jamais. Il n'a pas reconstitué réellement ses défenses antiaériennes. Il y a gardé un énorme potentiel balistique. Le rapport de force est tel que, militairement parlant, l'opération américaine est possible. Toute la question, et on le disait tout à l'heure, c'est de savoir quelle opération, parce qu'on peut éliminer des têtes du régime, on peut détruire des structures des gardiens de la Révolution, des rampes de missiles, etc. Mais on n'a jamais vu tomber un régime uniquement sous le coup de frappes aériennes. Et donc, les monarchies du Golfe, les voisins, craignent une instabilité, craignent les représailles iraniennes, craignent un processus qui devienne incontrôlable. L'Iran, là, ces dernières minutes, multiplie les messages. On a pu authentifier une vidéo qu'on a pu vraiment authentifier il y a tout juste quelques instants. C'est un compte Telegram qui est proche des gardiens de la Révolution, qui publie cette vidéo. Alors c'est grossier, hein, bien évidemment, mais c'est la Maison Blanche, la Statue de la Liberté, tout ça mélangé, ciblé par des missiles. Il y a eu d'autres messages ces dernières heures. On a vu des messages, une vidéo, c'est ça, je regarde, de propagande iranienne publiée qui prétend simuler comment leur missile balistique Fatah pourrait couper en deux l'USS Abraham Lincoln. On a eu des démonstrations de force aussi avec des drones. C'était le 22 janvier dernier. Trump a-t-il peur, monsieur l'ambassadeur? A-t-il peur de l'Iran et a-t-il raison d'avoir peur? Est-ce que c'est pour cette raison notamment que la dernière fois, il a reculé, qu'il n'y est pas totalement allé? Écoutez, comme ça vient d'être dit, le régime est évidemment très affaibli, mais est-il pour autant acculé à une forme de... Mais pensez-vous, pardonnez-moi, pensez-vous que Donald Trump puisse avoir peur de l'Iran et de la riposte iranienne? La question est que Trump est dans un embarras considérable parce que il a une contrainte qu'il s'est infligée à lui-même, pas de troupes au sol. Donc, pour le moment, il a placé une armada considérable à proximité de l'Iran, mais toujours du côté de l'océan Indien, c'est-à-dire avant le détroit d'Ormuz. Et effectivement, cette pression a un effet, puisqu'il y a le communiqué dont vous venez de parler, auquel s'est associé l'Arabie Saoudite, qui craint en effet, qui dit que rien que cette pression provoque des désordres un peu partout, et évidemment notamment en Iran. Donc la pression, elle a un effet. Tous ces avions qu'on voit sur le porte-avions, le plus grand porte-avions américain, évidemment, ça exerce une pression. Moi, je pense que Trump va encore attendre, exercer cette pression, voir quels sont les effets sur le régime. Et en effet, il y a probablement des contacts
pour voir si, à l'intérieur du régime, quelqu'un fera défection, parce que c'est bien gentil de frapper, mais après, on fait quoi ? Si le régime est solide, et il l'est, je le répète à chaque fois, c'est l'un des plus résilients de cette planète et extrêmement complexe. Effectivement, au Venezuela, le problème est complètement différent, bien entendu, mais les Américains avaient négocié une relève. Ils avaient négocié avec la vice-présidente qui est devenue présidente et probablement avec un certain nombre de militaires chavistes pour leur dire on préservera le régime pour autant que vous nous donniez le pétrole. Là, on ne sait pas exactement quels sont les termes de la négociation, mais je pense que Trump va quand même y regarder à deux fois avant de frapper. Alors, on va regarder les termes de la négociation dans un instant. D'ailleurs, grâce à Hélène Bonnet qui va nous dire ce qui serait sur la table selon le site très solide Axios. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute, je vous le disais, multiplication des messages depuis l'Iran. Le ministre des Affaires iranien ce matin, des Affaires étrangères. Le déploiement d'un navire de guerre n'affecte ni la volonté ni la détermination de l'Iran. Nous avons la détermination et les moyens de défendre pleinement l'Iran. Dans le Washington Post, Dominique Régnier, ces dernières heures, on lit les craintes liées à l'ampleur et à la portée des représailles iraniennes ont bel et bien eu un rôle, ou en tout cas visiblement, dans la décision de Trump, la dernière fois, de ne pas frapper. Je vous renouvelle la question. Pensez-vous que Trump, le président américain, puisse avoir peur en réalité des Iraniens ? Moi, je ferai l'hypothèse, à Monique Arouer, que Trump redoute une réaction de la Chine aussi. Mon point de vue, c'est que l'Iran est une référence majeure pour plusieurs pays dans sa capacité à tenir, et en particulier la Chine. Une crise iranienne qui ferait tomber ce régime, c'est une démonstration que ces régimes, aussi durs soient-ils, aussi répressifs soient-ils, sont à la portée de leur peuple. C'est quelque chose que la Chine va considérer comme une menace interne, non seulement une menace externe, mais une menace interne. Et tout à l'heure, vous montrez des images satellites, c'était des images d'un satellite chinois, j'ai noté ça. Et je trouve que les Chinois, dans leur manière de faire, ont cette capacité de nous faire un petit signal quand même, pour nous montrer qu'ils suivent ça de très près, que c'est important pour eux. Ils ont été très présents. Voilà les images dont vous parliez. Dans l'organisation de la répression. Ils tenaient beaucoup au succès de la répression. Ils se sentent très concernés par le risque. Et l'enjeu est celui-là. Je peux imaginer que Trump a reçu un message sur le mode, écoutez, là, vraiment, ce sera très grave et nous sommes très mobilisés sur la situation. Ça peut vous faire craindre une déflagration beaucoup plus importante que la réaction d'un régime, pour le moment, encore très faible. Alors, cette autre question maintenant, vous y êtes tous venus à un moment ou un autre, on va s'y arrêter. Est-ce que l'armada envoyée au Moyen-Orient sert en réalité surtout de pression et de négociation de revolvers posés sur la table, comme disait Grégory Phillips, par exemple, dans les couloirs aujourd'hui ? Effectivement, regardons, dans le même temps, Américains et Iraniens évoquent de nouvelles négociations sur le nucléaire. Le président américain lui-même, Donald Trump, a déclaré que l'Iran cherche un accord avec Washington. Il l'a dit aux médias américains Axios. Ils veulent conclure un accord, j'en suis certain. Ils m'ont appelé à de nombreuses reprises. Ils veulent discuter et il assure que la situation est instable en raison des mouvements militaires américains. Alors, quels seraient les fondements de cet accord ? Les 3 points sur la table, toujours selon Axios. On va plus loin ensemble, Hélène Bonnet. Hélène, quels sont ces 3 points d'un éventuel accord sur la table aujourd'hui avec les Iraniens, sont les informations d'Axios. Et on le rappelle, ces journalistes d'Axios ont eu le président américain au téléphone ces dernières heures. Donc ce n'est pas rien. Absolument, et ils ont pu s'entretenir aussi avec des responsables américains qui expliquent que pour conclure un accord, il y a 3 objectifs. D'abord, le retrait de tout l'uranium enrichi en Iran et aussi l'interdiction de continuer à enrichir indépendamment de l'uranium. On sait que c'est l'obsession, ce programme nucléaire iranien des Américains. Ça a été redit dans la stratégie de défense nationale il y a quelques jours. Et ça contredit un petit peu les propos de Donald Trump, vous vous souvenez, qui avait dit après les frappes
frappe en juin dernier en Iran que ce programme avait été annihilé. Deuxième point, c'est le plafonnement du stock de missiles à longue portée. Les Israéliens ont alerté en fin d'année en disant attention, l'Iran accélère son programme de missiles et on l'a dit il y a quelques instants, eh bien ces missiles ils menacent aussi bien les bases américaines qu'Israël et ça c'est inacceptable pour les États-Unis. Et puis dernier point que souhaitent les Américains, eh bien c'est l'arrêt du soutien de l'Iran aux groupes qui lui sont affiliés. On a par exemple le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban ou encore les Houthis du Yémen. Donc ce sont ces 3 points. De quoi ne parle-t-on pas dans ces témoignages de responsables américains, eh bien, du sort des Iraniens, de la libération du peuple iranien, ce qui signifie que les Américains ne veulent pas d'un changement de régime pour un changement de régime, s'ils peuvent obtenir ces 3 points en discutant avec les Iraniens. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Est-ce que l'Iran, selon vous, a matière à accepter toute forme d'accord? Je me tourne vers le diplomate, l'ancien ambassadeur que vous êtes, oui. Monsieur Blanche-Maison. Non, je crois que là, ce qui vient d'être expliqué pose les éléments d'une négociation qui probablement est en cours. Parce que c'est ça qui intéresse les Américains. Malheureusement, Monsieur Trump se moque éperdument de la population iranienne, se moque éperdument des droits de l'homme. C'est pas son problème. Alors, s'il arrive à démontrer que il a désarmé sur le plan nucléaire l'Iran, effectivement, il dira j'ai gagné. Ça suffira. Mais effectivement, la négociation va être très dure parce que ça veut dire que l'Iran rend les armes et notamment ces missiles à longue portée. Et puis l'uranium enrichi sera stocké quelque part ailleurs, peut-être en Russie, peut-être ailleurs, comme d'habitude. Mais effectivement, il faudra ensuite empêcher que les processus d'enrichissement reprennent. Donc un vrai contrôle de l'AIEA. À chaque fois, les Iraniens ont triché avec ces contrôles. Mais provisoirement, en effet, ça peut résoudre le problème, mais au détriment de la population iranienne qui, en effet, considère que ce régime est, au sens propre, insupportable. Marc Semo ? Il y a un point central qui est cette question de l'enrichissement de l'uranium. C'est-à-dire, pour la République islamique, le droit à l'enrichissement, théoriquement civil, enfin dans toute leur rhétorique, est essentiel. Le point central des Américains, et des Israéliens d'ailleurs avant, est celui qu'il faut imposer un zéro enrichissement de l'uranium en Iran. Ce qui, si le régime l'accepte, c'est une capitulation totale. Si on ajoute à ça effectivement les missiles plafonnés, plus l'arrêt du soutien aux autres groupes, c'est la capitulation totale. Donc pour cela, on peut quand même avoir des doutes sur la possibilité d'un accord. Mais... Donc on va jouer cet accord, je terminerai juste là-dessus, oui. Parce qu'effectivement, comme le disait très bien Dominique Régnier, l'Iran a un soutien de la Chine, mais en même temps, il faut voir que, c'est un des principaux fournisseurs de pétrole à la Chine. La Chine ne veut pas d'une défaite de l'Iran, mais la Chine, jusqu'à quel point fera-t-elle quelque chose pour l'Iran ? Deuxièmement, la Russie, pareil. La Russie a reçu des drones de l'Iran, c'est un partenaire stratégique, mais jusqu'à où la Russie est prête à aller pour défendre l'Iran, c'est l'autre point essentiel. Et c'est dans cette zone que tout se joue. Alors on pourrait bien sûr et surtout se demander si moralement il est acceptable de faire un accord avec un régime qui a tué à minima 30 000 personnes en 2 jours, mais est-ce que malgré tout un accord est possible, surtout avec un régime qui serait peut-être en train de vaciller? Information du New York Times, il faut tout sourcer parce que vraiment tout est très sensible. Le président Trump aurait reçu plusieurs rapports ces dernières heures de renseignements indiquant que la position du gouvernement iranien s'affaiblit. Il serait même à son point le plus faible depuis 79, depuis la révolution islamique. Dominique Régnier. C'est probablement, ce que nous savons, nous ne savons pas tant de choses que ça sur l'Iran. Ce que nous savons, c'est que le régime est aux abois. La violence qui a été déclenchée, la terreur, cette façon d'administrer la violence, des formes de cruauté, empêcher les familles de trouver leurs proches, de savoir où il est gardé, empêcher les familles de participer aux enterrements. Il y a quelque chose qui va au-delà, je dirais, d'une espèce de répression technique. C'est très au-delà. Et je considère que ça met tous les acteurs de cette violence, depuis les chefs jusqu'aux exécutants, dans une position de crainte maintenant.
Et donc ça fragilise tout le système. On va commencer à se demander, quand on a perpétré des meurtres pareils, des crimes pareils, si on n'a pas risqué d'être attrapé à un moment donné. Donc le système se fragilise beaucoup, mais je pense qu'ils vont chercher effectivement un accord. Ils vont, comme d'habitude, vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, ils vont dissimuler, ils vont mentir, ils vont gagner du temps, parce que ça prendra énormément de temps. Si l'accord était, par exemple, formalisé, s'il fallait le signer et ensuite vérifier, on commence, vous en avez pour des mois et des années sans doute. Après quoi, on découvrirait que, comme d'habitude, ils ont menti, ils ont caché, etc. Il n'est pas acceptable pour le régime d'admettre la fin du retraitement de l'uranium. Donc, en fait, on est quand même à un point là où Trump, peut-être, est confronté à ses propres limites, c'est qu'il faut maintenant aller jusqu'au bout, ou bien publiquement, je pense, montrer que finalement, il a tout simplement abandonné les Iraniens et que même leur régime va survivre. Dans un instant, ICE, la police anti-immigration version administration Trump, des agents ICE seront présents aux Jeux Olympiques. Ils accompagneront les athlètes américains. Le maire de Milan dénonce la présence, je cite, d'une milice qui tue. C'est l'affaire qui monte, qui indigne de plus en plus ces toutes dernières heures. Mais avons-nous le choix? Est-ce la preuve que nous sommes dépendants des volontés de Donald Trump et de ses manières de faire, même ici en Europe? On en parle dans un instant, mais Donald Trump est-il allé si loin que lui-même s'apprêterait à faire marche arrière? Justine Jankowski depuis Washington. On répond à cette question dans un instant ensemble. Oui, après 2 bavures policières mortelles, une vague de colère nationale, Donald Trump est en train de changer de cap à Minneapolis. Un revirement surprise, on en parle tout à l'heure. À tout de suite. Les discussions ne cessent jamais sur le plateau du Grand Dossier, ça je vous le garantis. Le Grand Dossier qui se poursuit toujours avec Dominique Régnier. Merci beaucoup avec Monsieur Blanche-Maison. Merci d'être là. Marc Semo, bien sûr, avec le colonel Pierre de Jong. Et bien sûr, toujours ravi d'être avec vous, Hélène Bonnet. Alors, face à la polémique immense suscitée par les méthodes brutales et la mort de Alex Pretty, Donald Trump s'est exprimé il y a quelques instants. Écoutez, regardez. J'ai eu de très bonnes conversations. Il y avait Jacob Frey, il y avait le gouverneur Walz et moi. Et ce furent d'excellents échanges. On verra maintenant comment eux, ils le rapportent, mais nous avons eu de très bonnes discussions, très respectueuses. Ce que nous voulons, ce sont leurs criminels. Vous savez, il y a des criminels et des criminels. Tout ce que j'ai dit, c'est juste donnez-nous vos criminels. Et si on attrape les criminels, tout disparaît. Ils sont là pour arrêter des meurtres. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était il y a quelques jours maintenant, et il disait la criminalité est la plus basse de l'histoire de notre pays. C'est une grande déclaration. Mais c'est grâce à nous. C'est parce que nous allons dans les villes et les villages. Des fois, on est salué, et d'autres fois, ce n'est pas le cas. C'est comme à Chicago. On s'arrache les dents avec Pritzker et avec le maire. Le maire de Chicago, c'est une personne à faible QI. D'habitude, on est accueilli à bras ouverts. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, ça rend juste les choses plus difficiles. Alors voilà, il ne lâche pas le président américain sur ses méthodes, mais il assure qu'il a de très bonnes discussions avec les démocrates du Minnesota. Justine Jankowski, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Washington avec Armel Exposito. Donald Trump est-il allé si loin qu'il s'apprêterait non pas à faire marche arrière, mais à tenter de redescendre de quelques degrés? Oui, on sent qu'il y a du changement dans l'air. D'abord, on apprend qu'aujourd'hui, une partie des agents fédéraux qui ont été envoyés à Minneapolis vont quitter la ville. Et puis, plus important, le patron de l'ICE, le très controversé Greg Bovino, lui aussi, va partir de Minneapolis selon les médias américains. Pour comprendre ce changement de ton, en fait, il faut revenir 48 heures en arrière. Dès la mort d'Alex Pretty, qui a été abattu par un agent de l'ICE, la rhétorique de la Maison-Blanche, de Greg Bovino aussi par exemple, c'était de dire que c'était la faute d'Alex Pretty qu'il s'apprêtait à commettre un massacre. Or, toutes les vidéos que l'on voit en boucle sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision américaines, montrent le contraire, ou en tout cas n'apportent aucune preuve de cela. Et ces vidéos, Donald Trump n'y a pas été insensible, il se les est passées en boucle ce week-end à la Maison-Blanche. Il a aussi reçu plusieurs appels de républicains inquiets, et on a vu même des républicains donc de son propre camp s'exprimer dans la presse, dans les médias, pour dire qu'ils désapprouvaient l'action de l'ICE à Minneapolis.
dans la ville, nous-mêmes, je peux vous dire que quand on y est allé et qu'on a parlé aux habitants, il n'y avait pas de mots assez forts pour décrire les méthodes de l'ICE qui comparent à la Gestapo, à des nazis. On a aussi parlé à des immigrants qui se terrent chez eux, qui n'osent plus sortir, même s'ils ont des papiers en règle, parce qu'ils ont trop peur d'être arrêtés. Donc avec tous ces éléments, Donald Trump a bien compris que la politique qu'il appliquait là-bas en ce moment, elle ressemblait plus à du chaos qu'à une méthode bien organisée. Et on sent donc qu'il est en train de changer de cap et peut-être un premier signe de détente à Minneapolis. Merci beaucoup, Justine Jankowski avec Armel Exposito depuis Washington. Vraiment, on a envie de vous entendre, Dominique Régnier, sur les mots. Les mots ont été très forts dans la presse, on l'a dit, The Atlantic, le Guardian, etc. Post-fascisme, néo-fascisme, état de droit démocratique en jeu aux États-Unis, que dites-vous ? Je pense que, parce que tout à l'heure on parlait de l'Iran, là on voit ce que c'est qu'une démocratie, on parlait de la liberté de la presse à l'instant, des partis qui s'expriment, l'opposition, le parti républicain, les élus locaux, la population. Donc le pays dit stop. Il y a un point de résistance que le président est contraint de prendre en considération. Il a sans doute des informations que nous n'avons pas en termes de suivi de l'opinion. Quelque chose doit dire que ça ne va pas du tout. Mais cependant, donc il y a un stop. Cependant, j'ai trouvé que cet événement m'a été très significatif parce que depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, on peut faire l'hypothèse ne tombe pas aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse qu'il est dans un effort progressif, avec des accélérations qui le caractérisent, de transformation du régime. Je pense qu'il y a une tentation de durcissement du régime, de toucher à des fondamentaux, sans trop savoir si c'est possible, mais que des confrontations lui donnent au fond en quelque sorte la mesure de l'élasticité. Là, c'est un échec. Probablement qu'il va y avoir une sorte de rétraction. Les midterms, c'est dans un an, donc attention. Mais il y a cette espèce de tentation de modifier la structure de l'organisation politique américaine pour faire davantage ce qu'il veut faire par ailleurs dans le monde comme à l'intérieur de ses frontières. Je pense qu'il y a cette réalité et on la voit aujourd'hui quand même. Ce qui s'est passé en est l'illustration. Alors, preuve peut-être d'une fébrilité, Melania Trump, la première dame, est apparue sur Fox News pour dire appel au calme, à l'apaisement. Nous devons nous unir. J'appelle à l'unité. Je sais que mon mari, le président, a eu hier une excellente conversation téléphonique avec le gouverneur et le maire et qu'ils travaillent ensemble pour que tout se passe dans le calme et sans émeute. Je suis contre la violence. Donc s'il vous plaît, si nous manifestons pacifiquement. Et nous devons nous unir en ces temps difficiles. Voilà, apparition assez rare pour la première dame dans ce style-là. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette autre information. Des agents donc de ICE, la police anti-immigration version administration Trump, seront présents au JO. Ils accompagneront des athlètes américains. Le maire de Milan dénonce, je cite, la présence d'une milice qui tue et assure que ces agents ne sont pas les bienvenus. L'affaire monte, prend de l'ampleur. Faut-il s'y opposer ? Faut-il effectivement s'indigner ? Mais voyez-vous la preuve, dans le cadre de ce grand dossier, que oui, nous sommes dépendants de Donald Trump et de ce que beaucoup appellent des dérives jusqu'ici sur notre sol en Europe. La présence des agents de l'ICE aux Jeux Olympiques sont là pour protéger les officiels américains qui seront là. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est effectivement la manière dont ils l'ont géré est assez maladroite. Mais pour en venir à ce que disait Dominique Régnier, effectivement, je pense qu'on est dans un basculement. C'est-à-dire, déjà maintenant, jamais un président américain en temps de paix n'a eu autant de pouvoir que Donald Trump. C'est la théorie de l'exécutif unitaire. C'est-à-dire qu'il faut renforcer au maximum l'exécutif. Et ce qui est en train de se passer, et la stratégie du chaos vise à ça. Alors effectivement, il a voulu faire un exemple à Minneapolis. 3000 agents de l'ICE pour une ville de 430 000 habitants. C'est hors de proportion avec ce qu'on a vu à Chicago ou ailleurs. Ça a raté, mais il le refera à un autre moment. Les élections midterm. Le temps file et je le regrette, mais Monsieur Blanche-Maison, bien sûr, je veux vous entendre. Jusqu'où iront-ils ? Et est-ce que tout ça va mal se finir ?
Oui, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La grande différence entre Trump 2 et Trump 1, c'est qu'il a autour de lui un gouvernement et des gens qui est parfaitement homogène. C'est-à-dire tout le monde pense comme lui et tout le monde, en tout cas, est à sa botte. Je ne sais pas qui ose le contredire. Même le secrétaire d'État, qu'on juge dans le fond plus ouvert aux négociations internationales, revient très régulièrement sur les positions du patron de Trump. Alors pour ce qui est de l'affaire de Milan, je vois pas très bien ce que des gens de ICE viendraient faire pour défendre les athlètes américains, puisque eux sont faits pour lutter contre l'immigration clandestine. Il y a une branche antiterroriste. Donc, oui, il y a 3 branches. On pourra envoyer à ce moment-là des troupes spécialisées, une police spécialisée pour la protection des personnalités, des sportifs, mais qui n'a pas cette connotation dans le fond un peu raciste qui est là. Quelques mots, non ? En fait, ICE, c'est quoi? Ça, c'est les limites de la privatisation des opérations régaliennes. ICE, ce sont des sociétés militaires privées qui sont cotées pour ça. C'est des contrats à des centaines de millions de dollars. Et en fait, ce sont des amateurs, ce sont des brutes, ce sont des amateurs. C'est tout le problème. En fait, aujourd'hui, les Américains, comme dans les armées, en fait, ils utilisent une espèce de proxy, des personnages qui sont pas des professionnels. C'est le cœur du sujet. En quelques mots, j'en suis vraiment désolée, Dominique, mais la morale de cette histoire, est-ce que nous sommes dépendants d'un homme en pleine dérive ? Nous sommes dépendants d'un pays très puissant dirigé par un homme très déterminé, dont on ne sait pas exactement l'orientation. Mais si vous permettez, j'ajoute une phrase, il faut quand même que nous regardions la nécessité de mieux régler les problèmes d'immigration, parce qu'ils produisent ces formes d'excès à la tête d'un État ou bien dans les urnes. Ça reste un sujet très important. Merci beaucoup Dominique Régnier. Monsieur Blanche-Maison, merci. Marc Semo, merci à vous. Hélène Bonnet, merci. Colonel Pierre Deuillon, merci à vous. Merci à vous, bien sûr, de nous regarder. Et puis vous pouvez nous écouter. Le Grand Dossier, c'est aussi une émission qui s'écoute en podcast sur votre plateforme habituelle, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Scannez, flashez ce petit QR code là juste en bas de l'écran et on se retrouve donc du coup un peu plus tard en écoute.